Aujourd'hui, on se penche sur un événement géopolitique majeur, l'opération militaire américaine au Venezuela. Attention, il ne s'agit pas d'un simple incident, mais d'un véritable point de bascule. Un acte qui redéfinit les rapports de force en Amérique latine, avec en toile de fond des enjeux énergétiques absolument cruciaux, une volonté de contrer l'influence russe et chinoise, et peut-être bien de clore définitivement le chapitre de la révolution bolivarienne. Alors, pour bien comprendre toutes les facettes de cette crise, notre analyse va suivre une progression très logique. On partira du contexte général, cette rupture annoncée, pour ensuite plonger au cœur de l'assaut lui-même, et enfin on prendra du recul pour mesurer l'onde de choc mondiale, les réactions, les conséquences, et bien sûr le tournant stratégique que tout cela représente. Alors commençons par le début, le contexte. Parce qu'une opération d'une telle ampleur, évidemment, ça ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'une très longue dégradation des relations entre Washington et Caracas. Une rupture qui s'est construite sur plus de 10 ans de tension. Cette chronologie, elle nous montre bien comment la tension est montée, cran par cran. Ça commence doucement au début des années 2010, avec une crise économique. Puis, les États-Unis augmentent la pression avec des sanctions de plus en plus lourdes. Le point de bascule politique, c'est cette élection contestée de 2024 qui isole complètement Maduro. Et là, tout s'accélère. Fin 2025, le blocus naval. Le 2 janvier 2026, l'annonce des frappes. Et 24 heures plus tard, l'opération est lancée. Chaque étape a rendu la suivante presque inévitable. Ici, on touche à un point absolument fondamental. La justification. Le fameux casus belli. Pour légitimer leur action, les États-Unis ont utilisé un terme très précis, celui de narco-État. En qualifiant le Venezuela non pas d'ennemi, mais d'organisation criminelle, Washington change complètement le cadre de lecture. Ce n'est plus une invasion, c'est une gigantesque opération de police. Vous voyez la nuance ? Elle est capitale d'un point de vue du droit international. Ok, le décor est planté. Plongeons maintenant au cœur de l'action, l'opération Absolute Resolve elle-même. On va décortiquer la mécanique de cet assaut, une manœuvre militaire d'une très grande complexité. Plus de 150 aéronefs. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. Ce n'est pas un simple raid, c'est une véritable armada aérienne. Coordonnée depuis une vingtaine de bases différentes, l'objectif était double. D'abord, garantir une supériorité militaire écrasante, et ensuite, créer un effet de surprise total pour paralyser toute forme de riposte. L'assaut s'est déroulé comme une mécanique d'horlogerie, en 4 temps bien distincts. D'abord, la neutralisation. On aveugle l'adversaire avec des frappes et des cyberattaques. Ensuite, l'insertion, la plus discrète possible, des forces spéciales. Troisième phase, le raid lui-même, l'action coup de poing. Et enfin, la phase la plus critique, l'extraction. Une course contre la montre pour évacuer la cible avant qu'une contre-attaque puisse s'organiser. Ce qui est vraiment intéressant à voir ici, c'est le mélange des genres. C'est une opération interarmée, bien sûr, mais c'est surtout une opération inter-agence. On a l'élite militaire, la Delta Force, qui travaille avec des agences de renseignement comme la CIA et même une unité de police, le FBI. C'est ça qui rend cette opération si particulière. Elle se situe en permanence à la frontière entre l'acte de guerre et l'arrestation judiciaire. On en arrive maintenant à la capture. Et là, on parle d'un fait rarissime et d'une gravité exceptionnelle dans les relations internationales modernes. L'arrestation d'un chef d'État en exercice par une puissance étrangère. Regardez bien ces horaires. Moins de 90 minutes entre le début de l'assaut et le moment où Maduro est sur un navire américain. Pourquoi une telle vitesse ? Eh bien, c'était une course contre la montre. L'objectif stratégique était de prendre de vitesse tout l'appareil d'État vénézuélien pour rendre toute riposte impossible. La réaction de Maduro, dès sa première comparution, est immédiate et très stratégique. En se déclarant prisonnier de guerre, il ne fait pas que se plaindre. Il tente de changer complètement le cadre juridique de l'affaire. Il refuse le statut d'accusé de droit commun pour revendiquer celui d'un combattant capturé. C'est le début d'une longue bataille juridique. Et face à cette ligne de défense, la réponse américaine est sans ambiguïté. Regardez les chefs d'accusation. Narcoterrorisme, trafic de cocaïne, détention d'armes. On est dans le droit commun le plus classique. Le message est clair. Pour Washington, ce n'est pas un prisonnier politique, c'est un criminel qui doit être jugé comme tel. Évidemment, une action d'une telle magnitude a provoqué une onde de choc planétaire. On va voir maintenant comment la communauté internationale a réagi, créant une véritable fracture diplomatique. Cette phrase du président brésilien, Lula, résume parfaitement le sentiment général d'une grande partie du monde, notamment en Amérique latine. Pour beaucoup de pays, cette opération est un précédent dangereux, un monde où la loi du plus fort l'emporte sur les règles et les institutions internationales. Ce graphique, il est sans appel. 60% de condamnations fortes, c'est une majorité écrasante. Seulement 10% de soutien explicite. On voit bien l'isolement diplomatique des États-Unis sur ce dossier. C'est une action qui a été menée contre l'avis de la très grande majorité de la communauté internationale.
Et si on regarde de plus près, on retrouve des lignes de fracture géopolitique bien connues. D'un côté, les rivaux stratégiques des États-Unis, Russie, Chine, Iran, qui condamnent avec la plus grande fermeté. Juste à côté, les voisins latino-américains, très inquiets. Et de l'autre, les alliés traditionnels, notamment en Europe, qui sont beaucoup plus divisés, beaucoup plus frileux, disons. Bon, on a vu les discours diplomatiques. Mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui a changé au Venezuela? C'est ce qu'on va voir maintenant, les conséquences directes, politiques et économiques. Cet avant-après est saisissant. En une nuit, le pouvoir vénézuélien est décapité, c'est un véritable séisme politique. La vice-présidente assure l'intérim, comme le prévoit la Constitution, mais c'est une transition qui se fait dans le chaos et qui ouvre une période d'incertitude totale pour l'avenir du pays. Et puis, il y a le nerf de la guerre, le pétrole. Les États-Unis n'ont pas perdu une seconde. Ce tableau le montre bien. Par le biais de négociations forcées et d'un contrôle de la commercialisation, l'or noir vénézuélien est, de fait, passé sous supervision américaine. C'est un enjeu économique et stratégique absolument colossal. On arrive à la fin de notre analyse. Il est temps de prendre un peu de hauteur et de se demander, au-delà du cas vénézuélien, qu'est-ce que tout cela signifie pour les règles du jeu mondial? S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le vrai tournant, il est là. On est passé d'une logique de sanctions économiques à une intervention militaire directe pour appliquer sa propre loi chez les autres. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit, mais ici elle est poussée à son paroxysme. C'est un précédent majeur. Pour conclure, il est essentiel de bien distinguer deux choses. D'un côté, les faits, ce que l'on sait de sources sûres, la capture, les moyens déployés, les accusations, et de l'autre, les grandes questions qui restent en suspens et qui seront débattues pendant des années. La légalité de tout ça, la stabilité future du Venezuela, et surtout, la vraie motivation américaine. Justice ou pétrole? En définitive, cette opération nous laisse avec une question vertigineuse qui pèsera sur les relations internationales pour les années à venir. Est-ce que l'on assiste à la fin d'une époque, celle du droit international tel qu'on le connaissait depuis 1945, ou au contraire, est-ce que c'est l'aube d'une nouvelle ère d'interventionnisme décomplexé? C'est sur cette interrogation fondamentale que nous allons nous quitter.